Salut et bienvenue sur En Vrai, la série de podcasts de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes lors desquelles nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou pour lesquels nous avons envie d'ouvrir le débat, de partager notre expérience, mais aussi et surtout d'écouter celle de nos invités. Embarque avec nous dans ces discussions où chacun et chacune partage sa vérité, parce que chez Coca, on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bienvenue dans En Vrai, aujourd'hui on va parler de la tokenisation. On s'est lancé en mois de mai 2022 chez Coca pour tokeniser le projet de la brasserie. Du coup, c'est un projet dans lequel la communauté a pu investir et puis acheter des tokens pour aider à financer la brasserie du QG. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la brasserie, il y a l'épisode du comptoir du mois prochain qui en parlera un peu pour vous donner des détails sur l'état d'avancement et l'arrivée aussi des premières bières. Aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur la tokenisation, pourquoi on a fait ce choix de système de financement, en quoi c'était innovant, et puis concrètement comment ça s'est passé, on va essayer de tout vous dire. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, on a Victor de la société Taurus, qui est spécialisé dans les actifs numériques et la blockchain, et puis qui nous a accompagnés tout au long du processus et qui continue de le faire au quotidien. Salut Victor. Bonjour à tous. À sa droite, on a Brian, qui est au pôle innovation de Coca, et qui a un peu travaillé sur ce projet de tokenisation de la brasserie, qui a mis en place tout le projet et qui continue de faire le suivi aujourd'hui. Salut Brian. Salut, bonjour tout le monde. Et enfin pour finir, on a Paul de Magic Tomato. Vous êtes un marché en ligne qui fait de la livraison de produits frais et locaux à domicile. Vous avez aussi été accompagné par Taurus parce que vous avez aussi passé sur la tokenisation à peu près en même temps que nous il y a à peu près une année. Salut. Je vous ai un petit peu présenté, mais si vous voulez, n'hésitez pas à en dire plus sur vos entreprises respectives afin qu'on vous connaisse un peu mieux. Un petit mot peut-être pour dire que Magic Tomato, c'est le super-héros qui vous amène des bons produits frais locaux directement à domicile et qui vous permet sûrement de vous passer de la grande distribution pour faire une nouvelle façon de faire ses courses et plus proche des produits de la région et plus sainement. Surtout en Suisse romande, c'est ça pour le moment ? Super. Et du côté de Taurus, donc on est un fournisseur technologique qui travaille essentiellement avec des banques et des grandes entreprises. On fournit une infrastructure reliée donc à la blockchain et aux actifs numériques. On fournit des services de custody, donc de conservation des clés privées, des services de tokenisation, notamment qu'on a fait avec Coca. Et voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus par la suite. La blockchain, juste en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la blockchain, pour faire savant, c'est la technologie de registre distribué. Et pour faire très simple, c'est une base de données décentralisée. Super, merci pour ces précisions. Pour commencer, on va revenir déjà sur le projet un peu crew. Du coup, c'était lancé il y a 1 an et demi. On a fait une offre sur laquelle les gens pouvaient investir et acheter des tokens. Est-ce que tu nous en dis un peu plus, Brian, comment ça s'est passé, pourquoi on a fait ça, c'était quoi un peu le début du projet ? Yes, avec plaisir. Alors en fait, l'idée de base, un peu comme beaucoup de projets chez Coca, on a une communauté et on se pose souvent la question, ok, on a une nouvelle idée, un nouveau projet, comment on pourrait faire contribuer notre communauté ? Et en l'occurrence, là, il y a eu des discussions justement via du réseautage, etc. Et puis, on est tombé justement sur Taurus. Et il y avait cette vague aussi à cette époque, il faut le dire, de tout ce qui était plutôt, on va dire, crypto-monnaie. Et il y avait un peu de tokenisation, mais pas encore... on va dire que ce n'était pas vraiment très représentatif sur le marché. Et il y a eu l'opportunité, comme on a eu d'autres projets comme la vente d'un Picasso qu'on avait fait à l'époque, par exemple, on avait racheté un Picasso avec la communauté en achetant des parts. Et là, on s'est dit, voilà, il y avait l'expertise au sein de Coca chez Cubir de Eva et Benoît qui vendent de la bière. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas notre propre bière, pourquoi on ne brasserait pas ? Et c'est commencé par là, donc il y a eu cette idée de lancer la brasserie, puis on s'est dit mais comment on pourrait partager ça ? Et en fait, il y a eu l'idée de se dire la piste, pourquoi pas utiliser peut-être la tokenisation. Donc elle est un peu venue à nous aussi, la tokenisation en même temps, donc c'était un bon timing, qui est en fait un moyen en fait de réaliser ça. Et donc ce projet de brasserie s'est réalisé, il y avait l'ambition, et puis après effectivement, comme tu l'as dit Diane, il y a eu cette offre qui a permis en fait de lever des fonds via de la communauté en leur offrant des packages à acheter pour être participants au sein de la brasserie. Et puis il y avait quoi en échange ? Il y avait un peu des contreparties, c'était quoi un peu, tu te rappelles l'offre, ce qu'elle proposait ? Exactement, en fait on avait des différents packages. Le premier qui offrait la même chose à tout le monde, à savoir un rabais quand les bières qui seront bientôt prêtes à la vente seront produites. Donc ces personnes auront en fait
un certain avantage, un discount, un rabais sur les ventes. Et puis, il y a une partie aussi, le jour où la brasserie devient profitable, de potentiellement toucher du dividende, comme on l'a avec des actions, même si là, on est sur des bons de participation. Et puis, pour des packages un peu plus premium, il y avait d'autres avantages, comme par exemple avoir un repas privilège ou recevoir une caisse de bière ou de canettes avec son propre nom dessus. Hyper cool. Et vous, Paul, du coup, c'était quoi un peu l'idée de vous lancer dans la tokenisation? Parce que ton entreprise, elle était là en 2016, mais vous êtes lancé dans la tokenisation il y a 2 ans, donc c'est quand même plutôt récent par rapport... Du coup, c'était pour un projet en particulier ou... Oui, c'est l'aboutissement d'une idée, une vision qui était que en fait, chacune de nos utilisatrices, clientes, puisse détenir une partie de Magic Tomato. C'est un souhait que j'avais depuis le début et que les moyens techniques et l'aspect législatif qui a changé en Suisse a permis de rendre concret. Et après, c'est la rencontre avec Taurus, ça nous a fait passer l'étape de se dire « Ok, on y va ». Pour moi, c'est important que c'est une façon différente de faire ses courses, un maximum en circuit court, on change certaines choses et puis je voulais que tu puisses aussi détenir un peu cette partie de ton marché. Et en même temps, le fait de faire des courses, nous, ça maintient notre activité, ça a fait grandir, mais quand tu achètes des parts, tu investis aussi dans notre futur développement. Donc il y avait une deuxième idée derrière de dire on peut aussi faciliter l'accès au venture capital de manière générale. Et moi, c'est cet aspect-là aussi qui me plaît. Donc, la combinaison des deux a fait qu'on est passé à l'action. Super. Du coup, là, maintenant, on a un peu compris pourquoi des entreprises elles ont envie de passer à la tokenisation. Maintenant, Victor, j'ai une question plus pour toi. Ce gros mot de tokenisation, en fait, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Tu arrives à nous expliquer un peu le fonctionnement et puis l'intérêt, les avantages, pourquoi les gens ils ont envie de se lancer dans ce projet? Avec grand plaisir. Donc la tokenisation, pour faire hyper simple, c'est rien d'autre que la numérisation. D'accord? On prend un titre qui est sur un bout de papier et l'idée c'est de le rendre numérique ou digital. Donc voilà ce que c'est. Donc finalement, quand on parle d'action traditionnelle, quand on va le tokeniser, ça devient une action numérique et en fait ça va accorder les mêmes droits économiques et sociaux aux porteurs du token, que ce soit comme un certificat papier. Et aujourd'hui, en fait, maintenant, plus on avance dans le temps, plus, en fait, même pendant les meetings avec des clients ou quand j'explique à ma famille ou à des proches, c'est toujours plus facile de parler de digitalisation et numérisation plutôt que tokenisation où personne ne comprend pas forcément. Et ensuite, souvent, même la tokenisation peut mélanger des mélanges avec les crypto-monnaies où parfois ils disent « Ah oui, et si le cours du Bitcoin monte ou si le cours du Bitcoin descend, est-ce que le token de la société va être impacté ?» Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un token qui va être lié comme vraiment l'action traditionnelle de la société, de toute société qui existe, de toutes les PME finalement en Suisse ou en Europe. Donc voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Ok, super. Mais du coup, la différence peut-être entre tokenisation et crowdfunding, parce que justement Paul, tu disais que tout à l'heure, les gens, ils des fois aussi soutenaient, c'était pour soutenir aussi l'association ou l'entreprise. Mais alors, pourquoi pas crowdfunding, pourquoi tokenisation? En fait, sur du modèle crowdfunding, on n'a pas forcément directement le titre. Là, en fait, finalement, quand je vais donner des fonds, je vais recevoir directement un token sur un wallet, donc sur un wallet, une adresse blockchain. Et en fait, je suis le détenteur de l'adresse blockchain, et donc je suis le détenteur du token. Pour faire hyper simple, on a vraiment les droits en temps réel. Et c'est même une façon la plus directe de posséder un titre. C'est encore plus vrai que posséder le certificat papier que finalement personne n'a. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après, c'est juste aussi pour mettre un peu de perspective. Ce qui a changé également depuis 2021, c'est qu'en février 2021, en fait, la loi dans le Code suisse des obligations a évolué. Et en fait, dans l'article 973D, on va reconnaître ce qu'on appelle les droits-valeurs inscrits. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les droits-valeurs inscrits, c'est les droits-valeurs inscrits dans la blockchain, où en fait mes droits sont représentés par le token, et ces tokens vont m'accorder, dès que j'ai ces tokens dans mon wallet, je suis propriétaire. Pour faire hyper simple. Peut-être juste pour rajouter, parce que moi je suis un plus amateur que plus il y a le projet, tu l'as remarqué. C'était pour dire que aussi le crowdfunding, souvent j'ai l'impression que tu investis, en fait, tu donnes l'argent, puis tu vas peut-être avoir des avantages en plus qu'un autre client. Par exemple, je ne sais pas si c'est une nouvelle marque de skateboard, tu vas avoir un skateboard premium plutôt que des autres, alors que là, comme tu dis, l'actif, il va te permettre d'obtenir d'autres choses, comme potentiellement des dividendes, ça dépend de ce que tu as encapsulé dedans. Oui, absolument.
Complément aussi, pour nous, c'était vraiment une évidence de faire un droit de participer au capital et pas juste d'avoir un reward comme un t-shirt ou des courses gratuites. C'est une grosse différence. Tu deviens propriétaire de la société dans laquelle tu investis. Du coup, un peu ce choix de tokenisation, c'était aussi peut-être un peu pour, je sais pas, fidéliser la communauté ou alors peut-être les aider à intégrer à être partie prenante en tout cas des entreprises, ou qu'est-ce qui vous a poussé un peu aussi à aller vers la tokenisation, Brian et Paul? En tout cas, du côté de Coca, il y a clairement le côté de s'engager ensemble. Ça renforce justement le côté communautaire. Première fois aussi, Coca ouvre le côté, il me semble, le côté vraiment posséder un actif qui a un papier valeur. Là, c'était des bons de participation, comme je l'ai dit avant. Et donc, il y avait ce côté-là de se dire, on s'engage ensemble. Et puis, aussi, on tente une nouvelle expérience. Il y a le côté aussi innovant qu'on a envie de pousser chez Coca. On essaye quelque chose de nouveau. Et puis, c'est pour montrer aussi la confiance. On lance un nouveau truc, on l'ouvre même avec vous parce qu'on est confiant qu'on va aller de l'avant, qu'il y aura une belle aventure. Ouais, je rejoins les points de Brian. Et pour moi, c'est vraiment le fait d'intégrer en fait la communauté à le fait de pas d'être uniquement client, mais également détenteur. Donc, en fait, j'aime bien prendre cet exemple. Une fois, on a reçu une lettre un peu qui disait j'aurais préféré être livré comme ça, etc. Et elle a pris une toute autre teneur en étant propriétaire, investisseur de Magic Tomato que client. Donc plus constructif, plus dire mais voilà, là c'est des aspects qu'on peut aller mieux présenter à certains clients. Et je trouvais la démarche, en fait, ça change vraiment la relation et c'est ce que je recherchais. C'est un peu le chaînon manquant en fait chez nous entre les artisans producteurs, les clients, Magic Tomato au milieu. Voilà. On voulait boucler la boucle. Il y a une lame de fond, enfin, c'est le côté vraiment économie participative, où finalement les clients tendent à devenir de plus en plus actionnaires des sociétés pour aligner les intérêts. C'est une tendance vraiment qu'on voit de plus en plus en Suisse, mais également ailleurs en Europe. Je suis convaincue, maintenant j'ai envie de me lancer dans la tokenisation en tant qu'entreprise. C'est quoi les obstacles auxquels je dois m'attendre? Parce qu'il y a des choses qui ont été genre, ok, vous attendiez pas, des trucs qui étaient peut-être insurmontables ou que vous avez tiré à surmonter avec douleur, mais c'est quoi un peu les pain points que vous avez eus? Bon, tout est possible. Non, maintenant, ça c'est simplifié. Nous, on était un peu parmi les cobayes. Cobaye, ouais, un peu les deux, à lancer la chose. Maintenant, je pense qu'il faut être bien épaulé. Il y a des processus qui ont été établis. Victor pourra en parler mieux que moi. Je dirais qu'il ne faut pas minimiser par contre l'aspect marketing autour, le travail derrière de pourquoi vous le faites. C'est tokeniser, c'est digitaliser, on va dire, n'est pas le but en soi, c'est juste un moyen. Donc il faut qu'il y ait une idée plus profonde que ça. Et je crois qu'on la partage. Ouais, je te rejoins complètement, Paul. Il y avait clairement, tokenisation, c'est numérisé en théorie. Puis dans la pratique, ça va quand même bien plus loin. Enfin, déjà, moi, les deux grosses barrières, comme tu l'as dit, il y a le côté marketing, pas sous-estimé. Nous, déjà, il y a une communauté bien établie, donc ça m'intéressera peut-être d'avoir ton avis, sachant que la communauté est forcément, il me semble, un petit peu plus petite chez Magic Tomato, d'échanger là-dessus après. Mais il y a le côté aussi barrière légale. Clairement, il y a du côté, j'imagine évidemment, de Taurus, comme je le sais, c'est compliqué. Ils créent quelque chose de nouveau, mais aussi du côté des clients, en fait, de l'entreprise morale, il y a vraiment pour moi une sorte de jurisprudence qui s'est créée. C'est un nouveau use case. On a eu pas mal de barrières légales. On a dû revoir beaucoup de choses. Des fois, ça paraissait peut-être un peu compliqué aussi pour Taurus de voir à quel point il y a des barrières. Mais voilà, Coca a quand même une certaine taille. On a été observé par différents aussi organes et on voulait faire les choses de manière juste. Mais comme tout, quand on se lance dans quelque chose qui n'existe pas vraiment encore, ça devient complexe. Donc je dirais que l'aspect légal, en tout cas pour moi, si je prends un peu de recul sur la gestion de projet, c'était un des éléments les plus compliqués, sachant qu'on a déjà une très bonne connaissance de la gestion de communauté, marketing. Donc ça m'intéressait d'avoir aussi ton point de vue justement, Paul, là-dessus. Oui. Pour compléter finalement, donc il y a le côté marketing. Donc c'est important finalement que l'émetteur en tout cas se charge de tout ce qui est communication auprès des investisseurs. Et le côté légal, en effet, alors celui-là, il est important de le souligner. L'avantage, et en fait ce qui se passe, c'est plus on avance dans le temps, plus finalement le process se fluidifie. Finalement, et les frictions tendent à s'atténuer. Et finalement, on se retrouve avec un mode d'emploi maintenant, c'est vraiment la tokenisation pour les nuls et on peut vraiment y aller. Voilà. Donc il n'y a plus d'obstacles pour une nouvelle entreprise qui veut se lancer? C'est plus simple. Okay. Il y a toujours c'est important de continuer à travailler. Il y a quelques éléments à changer, par exemple dans le registre du commerce au niveau des statuts, pour reconnaître finalement ce que j'appelais les droits valeurs inscrits, pour que finalement que je sois détenteur du token, ça certifie que j'ai les mêmes droits
économiques et sociaux liés à la détention du token. Mais au-delà de ça, maintenant, il y a même une association en Suisse qu'on appelle la CMTA, la Capital Market and Technology Association, qui va créer des standards pour finalement communs pour toutes les PME de Suisse ou pour toutes les entreprises privées. Et finalement, avec ces standards, on se retrouve avec des modes d'emploi et des templates vraiment légaux qui vont permettre de faciliter finalement l'adoption et l'utilisation de la tokenisation. Intéressant. Je sais pas si tu voulais. Ouais, justement, Vas-y. tu me parlais du point plus marketing. Je sais pas si c'est une question qui suivra ou pas, mais on y va, puis on revient. Là, donc, nous, c'était un chantier, et même ça a été plus loin, ça a mis des questions sur de cohérence ou d'incohérence par rapport à la démarche qu'on voulait faire, parce que oui, on voulait faire participer nos utilisatrices à devenir propriétaires, mais il y avait des points même dans notre modèle où on se disait mais ça c'est incohérent, on devrait le changer. Les employés, je voulais les faire participer aussi, du coup on a intégré ça. Il y a plein de choses en fait qui étaient propres même à la gestion de l'entreprise, qui ont dû être réfléchies en amont. Et après, effectivement, on a fait un gros travail de relations médias pour venir avec une simplification finalement, parce que tokenisation ça faisait peur, et en même temps on avait un message à faire passer qui était ce que Magic Tomato fait par rapport aux courses. Et pour donner un ordre, je pense que pour une entreprise de notre taille, c'était bien plus lourd que pour Coca. Et nous, on l'a plutôt mis en rapport par rapport au coût les fonds qu'on a cherché à lever. Effectivement, il y a on va dire un bon tiers qui a été immédiatement investi dans les étapes qu'on devait faire, et beaucoup aussi en marketing suivi. Quand je dis marketing, c'est en interne, d'avoir les capacités de délivrer ce message, de faire le suivi adéquat et de faire les changements. Donc proportionnellement important. Et puis moi ça me fait toujours rêver votre levée en combien, 2 minutes, ce qu'on a mis 2 mois à faire pour 22 minutes. Voilà, 22 minutes, pardon. Peut-être si ça allait plus vite, le clic, ça aurait été 2 minutes. Donc ça fait rêver, mais c'est important de montrer que effectivement on a une communauté exceptionnelle, et que dans un cas plus complexe, où on a déjà une belle communauté quand même, ça me prend plus de temps. Il faut aller un à un aussi présenter le projet. On a passé beaucoup de temps à présenter à notre communauté, et à les aider aussi, parce qu'il y avait une friction aussi pour s'inscrire à investir. Il y avait comme si vous ouvrez presque un compte en banque en ligne avec le QIC. Donc c'était assez lourd, et ça en a forcément découragé plus d'une. C'est vrai que chez Coca, le temps de la vente, c'était 22 minutes, comme tu disais. Mais il y a un temps limite pour justement pouvoir investir. Par exemple, chez Magic Tomato, la campagne pendant laquelle les gens pouvaient investir, ça a duré combien de temps à peu près ? Donc nous, on avait à peu près de tête environ 3 mois sur la première phase. Ouais. Il n'y a pas de contrainte, ça peut être en continu tout le temps. Il y a quand même une période pendant laquelle ça doit être maintenu. Peut-être plus pour toi, Victor. Ça dépend un peu aussi du prospectus ou pas, les conditions qui ont été établies en parallèle. En fait, pour faire une levée de fonds, il y a besoin d'un papier qu'on appelle souvent un prospectus, qui va définir le cadre légal qui va définir finalement le cadre légal de la levée de fonds, notamment la durée. Okay. Et en fait, voilà, c'est au cas par cas, en Donc fonction de la décision de l'émetteur. Exactement. Ok. Sur le prospectus de Coca, c'était 30 minutes. Donc, Et du coup, les avantages pour les investisseurs, donc on a parlé tout à l'heure des dividendes, mais il y a d'autres avantages aussi. Peut-être, tu disais, Paul, justement, les gens ils peuvent peut-être plus facilement donner leur avis, ou en tout cas, ça a changé la relation que vous avez avec eux. Il y a aussi d'autres avantages, peut-être, par le fait d'investir dans des tokens. En fait, ça vous permet vraiment de faire de l'investissement venture capital, donc type comme un business angel. Désolé, je prends plein de termes en anglais, mais à un très bas niveau. Nous, le premier prix d'investissement, c'était 150 francs. Alors que dans une start-up de notre niveau, on est plus déjà sur des tickets à 100 000 et plus. Donc, il y avait cette idée de démocratiser cet investissement. Moi, j'aime bien parler nous, on n'est qu'en ligne. Et finalement, c'était aussi de recréer un lien physique et réel avec notre communauté. Et je prends un parallèle. On a fait notre assemblée générale classique, et on a fait la même assemblée générale avec les investisseurs en début d'année. Et puis, c'était un super moment d'échange. Et c'était frappant de voir que c'était les mêmes retours, les mêmes feedbacks, mais exprimés différemment, avec d'autres mots. Et moi, c'est ça que je cherchais en fait en tant qu'entrepreneur, de créer vraiment un lien avec nos utilisatrices. Du coup, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu as le droit de vote, ou tu as le droit de... Comment tu fais pour donner un peu ta voix ou... Alors, nous, on le fait de manière indirecte et je dirais informelle via cette assemblée et puis des échanges en direct.
Comme Coca, on a fait des bons de participation. Donc techniquement, tu n'as pas un droit de vote à l'Assemblée générale, mais on a recréé cette présence et ces votes en parallèle. Et, du coup, c'est un peu un organe des investisseurs qui va un peu travailler ensemble. Vu qu'on est aussi précurseurs là-dessus, on voulait faire attention par rapport à la gouvernance, pas que ça soit compliqué, pas tomber dans les aspects légaux, vu qu'on on a juste digitalisé finalement des bons de participation, donc tu suis le code des obligations suisse, donc tu peux vite te trouver en porte-à-faux, notamment avec des actions classiques. Je prends un exemple où il faut prévenir 20 jours à l'avance tous les actionnaires de tel ou tel changement. Voilà. J'allais rajouter du côté de Coca, il y a également eu le choix des bons de participation, parce que tu as tous les mêmes avantages, les droits d'information, les droits d'éventuels dividendes, etc. Juste pas le droit de vote, mais c'était vraiment une question de se dire, on fait confiance aux experts de la bière, il y a un conseil d'administration, un petit organe de professionnels là-dedans, et on continue à être communautaire dans des choix, comme ça l'a été sur le nom, c'est la communauté qui l'a choisi. Et petit à petit, tout au long du voyage, en fait, il y aura toujours ce côté communautaire sur les aspects, je pense, plus essentiels, peut-être plus sexy aussi auprès des investisseurs, que sur des choses qui demandent vraiment des expertises un peu poussées, quoi. Et pour revenir également aux autres avantages, donc, si je résume les 3 plus gros, en tout cas ceux qui reviennent avec les PME, numéro 1, c'est le côté finalement, les titres sont directement transférables. Finalement, il suffit d'un clic pour transférer le droit de propriété, ce qui est un gros plus au lieu de finalement une fois qu'il s'est tokenisé. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il y a le marché primaire, donc Paul l'a mentionné, c'est finalement la démocratisation et l'accès, finalement la possibilité d'investir des tickets de petits montants. Et le troisième, on n'a pas encore parlé, mais c'est tout ce qui est marché secondaire. Donc liquidité derrière. Donc j'investis, mais derrière, en fait, on va avoir une place de marché réglementée. Donc en tout cas, chez Taurus, on a TDX, donc, qui va permettre de faire ça. De pouvoir, finalement, on a acheté, mais on va pouvoir le revendre derrière. Et en fait, on crée un peu l'infrastructure des marchés de demain et de ces nouveaux marchés, et qui seront complémentaires finalement de l'infrastructure des entreprises qui sont listées ou cotées en bourse. Et ça va être comme une étape intermédiaire finalement pour avoir ces places de marché qu'on peut imaginer dans différentes villes pour vraiment mettre en avant le tissu économique de la Suisse. Donc c'est un peu l'école élémentaire de la bourse. Ouais, non, oui, mais on n'a pas vocation à être une bourse. Super. Et pour les dividendes, comment ça se passe alors? Parce que j'imagine qu'en tant qu'investisseur, vu que c'est des plus petites sommes, on ne va pas avoir le même dividende qu'une personne qui a une action plus grosse. Comment ça se passe, ces histoires de dividendes? Les dividendes, c'est proportionnel par rapport à la valeur nominale des actions. Après, il peut y avoir des cas où il y a des actions préférentielles. Nous, dans notre cas, tout le monde a le droit au même dividende par rapport à la valeur nominale, y compris les bons de participation qu'on a digitalisés. Donc ça serait, si un jour il y a un dividende, il est identique pour tout le monde. C'est la même chose du côté de Coca, en fait, c'est une question de nombre de parts qu'on a. J'essaie de simplifier, pas trop de jargon, etc. Mais en gros, si on a 8 parts, on aura X%, 8 parts, c'est proportionnel. Si j'ai 16 parts, la même valeur, mais pour 16 parts. Et par contre, c'est très important de comprendre que c'est un risque qui est maîtrisé, il y a une expertise, mais comme dans toute boîte qui grandit, les dividendes, c'est pas quelque chose qui arrive du tout forcément tout de suite, le temps que la boîte soit profitable. Donc si les gens qui cherchent vraiment que cette partie, ça prend forcément un certain temps. Après, c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir des avantages différents, complémentaires, un peu plus utilitaires, comme ces rabais de bière et des choses comme ça. Tout à l'heure, on parlait échange, revente, peut-être même rachat. Du coup, ça se passe comment? Il y a une période fixe dans l'année où ça se passe? Ou si on n'a pas réussi à acheter, mettons, à la première levée de fonds et qu'on a envie de racheter, comment on fait? Où est-ce qu'on va, en fait? Je peux commencer un peu sur la théorie, en tout cas sur ce qu'on propose aux émetteurs, et après on peut rentrer un peu dans les cas concrets. Après toi, maestro. Donc en fait, on parle de liquidité, donc de schéma de liquidité finalement pour un émetteur. Donc je suis une entreprise, j'ai mis mes titres sur la place de marché. Comment ça marche? Il y a deux options. Il y a un schéma de liquidité qu'on va appeler des événements de liquidité. On peut penser par exemple à une enchère mensuelle, trimestrielle ou même annuelle, où finalement les ordres d'achat et de vente se rencontrent. Et finalement, l'ordre qui va maximiser la vente et les achats sera le prix. Donc c'est vraiment l'offre et la demande. L'alternative, ou plutôt l'autre, c'est ce qu'on appelle la cotation en continu. Donc finalement, ça va être le prix. Comme quand on achète une action Tesla, finalement, ou à la bourse, il y a le prix qui est ouvert, je sais pas, de 9h à 17h.
Et finalement, voilà, il est possible de l'acheter pendant cette période horaire. Et en général, maintenant ce qu'on voit plus pour les PME à ce stade, c'est commun de voir des événements de liquidité. Et plus l'entreprise est grosse ou grande, plus on va dans des schémas plus de cotation en continu. Voilà, c'est en tout cas un exemple simple. Merci pour la théorie, j'en ai aussi appris. Non, mais clairement, aligné avec toi. Après, il y a le côté, justement, ça dépend du flux. On a des investisseurs. Et est-ce que ces investisseurs sont prêts, ont envie de revendre, sachant que ça dépend où en est le stade du projet. Voilà, Coca Brew, prochainement, il y aura des premières ventes de bière qui vont se faire. On a envie d'attendre, etc. De comprendre quand même ce qu'a envie de faire l'investisseur. Pour voir déjà s'il y a une demande, mais il faut qu'il y ait déjà une offre pour qu'on puisse la racheter. Et puis, effectivement, sur les différents formats, c'est à voir, je pense, ça dépend de la culture de la société. On est en train de parler de ces choses en interne chez Coca, mais c'est clair que, par exemple, des enchères mensuelles, trimestrielles ou autres, c'est peut-être quelque chose qui est plus, je trouve, dans l'ADN de Coca, un peu plus événementiel pour la communauté. Mais c'est des choses qui se discutent en ce moment. Ben, pareil, dans la réflexion et effectivement à notre taille aussi, on ne peut pas s'attendre à avoir de la demande et de la liquidité en permanence, donc ça serait peut-être de l'événementiel à des dates données, mais c'est la suite, je trouve, naturelle et logique de ce qu'on est en train de faire, donc on va aller au bout. Et il y a même un côté un peu excitant de ne pas savoir comment vont se comporter les investisseurs. Parce qu'effectivement, du fait de la taille des communautés, peut-être que Coca pourrait dire un choix continu. Donc il y a à voir selon ce qui va se faire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on essaiera de faire le mieux pour la communauté. Affaire à suivre donc. Exact. Tout à l'heure, on parlait justement des contraintes ou des obstacles pour monter la tokenisation pour qu'une entreprise passe à la tokenisation. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs d'activité où il y a des contraintes supplémentaires justement avec la brasserie où c'est quand même de la vente d'alcool ? Est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires dans certains domaines qui se rajoutent par rapport à déjà des contraintes compliquées visiblement avec la tokenisation ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence particulière d'un secteur à un autre ? Pour la théorie générale Non, c'est toujours au cas par cas. Hein. Donc, en fait, finalement, la technologie est neutre du point de vue de la loi, si je fais hyper simple. Donc finalement, que ce soit papier ou numérique, c'est la même loi qui va s'appliquer. Donc finalement, s'il y a des contraintes sectorielles à des spécifiques secteurs, les mêmes contraintes continueront à s'appliquer. Ça, c'est la théorie. J'adore ta réponse. Non, mais c'est vraiment la technologie est neutre. Que ce soit finalement le verre soit ici sur la table ou digital, finalement, c'est pareil. Si j'ai pas le droit de poser sur la table, bon, il sera pas sur la table. Après, concrètement, dans le cas de l'alcool, vu qu'il y a eu, donc c'est une promesse d'achat qui s'est faite qu'on a vendue sur Coca. Et il y a les règles de base comme qu'on achète aujourd'hui de l'alcool sur Coca. Il y a des conditions générales, et il faut avoir un certain âge, etc. Donc ça c'est clair. Après, je dirais plus que uniquement lié à l'alcool, il y a aussi, je pense, peut-être le degré d'exposition, la taille de l'entreprise. Il y a des choix un peu, vu que c'était très nouveau, il y avait des choix un peu aussi réglementaires. Par exemple, Coca a été de mon point de vue, très sécuritaire et ce que je trouve positif en termes de protection, d'être vraiment bien dans la loi de A à Z. Mais je pense qu'il y a une petite zone grise où on pouvait doser selon la taille de l'entreprise qu'on a. Et c'est plus ces choix-là aussi qui étaient, je pense, très très importants dans la manière de réaliser ce qui se faisait après en fait, la levée de fonds, tout le processus, etc. Ouais, si je dirais un petit point supplémentaire, peut-être même on pouvait être moins fun et créatif dans un cadre légal assez strict tel qu'on l'a choisi, en faisant une digitalisation vraiment de bons de participation, que par exemple un crowdfunding où tu peux faire tout ce que tu as envie, ou d'autres schémas qui sont moins réglementés. Nous, on s'est vite retrouvés, vu qu'on avait déjà des actions émises, etc., dans des éventuels dividendes cachés et autres. Enfin, ça nous a vraiment fermé toutes les petites idées qu'on voulait faire de bénéfices autour des actions. Après, il y a un point également, donc il y a le côté réglementation, mais il y a également le côté sécurité. Finalement, on parle de titres. Donc Taurus, aujourd'hui, on est leader en Suisse. Il y a plus d'une banque sur deux, voire on a 60% de part de marché, en tout cas, sur les banques qui offrent des services d'actifs numériques en Suisse. On est également leader en Europe. Donc finalement, on est vraiment un peu le provider de choix pour les banques. Et en fait, on utilise la même technologie finalement qu'on va offrir à nos banques pour les clients et la communauté. Donc vraiment, d'un point de vue sécurité, c'est vraiment, on va dire, top-notch. Et après, d'un point de vue également loi, on est réglementé.
par la FINMA, on a une licence de maison de titre. Donc une nouvelle fois, on est soumis aux mêmes, finalement, besoins juridiques et légaux qu'une banque. Donc c'est également de façon très importante, parce qu'une nouvelle fois, on ne parle pas forcément de token ou de crypto-monnaie. On est vraiment sur des titres avec des vrais droits économiques et sociaux derrière. Vas-y. Bon. Du coup, une entreprise qui veut se lancer dans la tokenisation, elle fait quoi? Elle frappe à la porte de Taurus, puis ça se passe comment l'accompagnement d'une entreprise qui vient Alors, c'est assez... Attention à ce que tu vas dire. non, mais plus on avance dans le temps, plus le mode d'emploi est simple. Hein. Donc finalement, elle peut taper à notre porte. Et qu'est-ce qui va se passer? On doit, en général, on demande toujours pourquoi l'entreprise veut tokeniser, parce que c'est toujours intéressant et souvent les raisons sont souvent très différentes. Et finalement, après, donc, nous, on offre finalement la plateforme et le support technologique de tokenisation, de garde de titres, de mise en place d'un marché primaire, de mise à disposition d'un marché secondaire. Mais après, il y a également tout ce qui est avocat. Donc c'est important, hein, ce côté légal. Finalement, hein, on parle souvent de structuration d'une offre, si je veux faire une levée de fonds. Et en général, ça se fait avec l'équipe dirigeante et également avec des avocats qui vont s'assurer de suivre la loi. Et d'où, là je reviens à la CMTA, donc l'association dont je parlais, qui met en place ces templates qui vont faciliter finalement l'adoption et la mise en place de ces levées de fonds. Voilà. Et c'était comment d'accompagner Coca et Magic Tomato? On avance, on avance, c'était bien. Pour moi, c'était un plaisir tous les jours. Ouais, Partager. Ouais, sincèrement, partager. On a eu plein de challenges, mais qu'on a découvert ensemble. Et franchement, c'était cool d'être dans les, je pense, premiers use cases que vous avez eu. Donc, étude de cas. Mais business, vraiment, on crée des choses ensemble. On découvrait. Et d'un coup, on était là, non, mais c'est pas possible. Cette barrière légale-là, d'un coup, on était là, un frein dans la créativité. Puis finalement, je dis toujours, la contrainte permet d'innover. Donc, il faut juste jouer avec et rester dans la loi, évidemment. Mais on a réussi à monter des jolies barrières. Et même en ayant échangé un petit peu, des fois, au téléphone avec Paul, je trouve que c'est vraiment joli, je crois. C'est une belle aventure et fier, en tout cas, d'avoir fait partie de ces premiers players, quoi. Oui, d'avoir été pionnier dans la digitalisation d'assets en Suisse. Peut-être que plus tard, on s'en rendra plus compte. Mais là, c'était intéressant et... moi, je me souviens aussi parce qu'il fallait montrer, ça prouvait son domicile et puis on devenait fou qu'il fallait quand même scanner. Les investisseurs devaient prendre une photo, mais tu ne pouvais pas prendre ta facture Swisscom de mobile. Parce que ça ne validait pas forcément ton adresse physique. Et, plein de petits détails comme ça qu'on n'avait pas pensé et qui complexifiaient tous les processus. Et, il y avait Victor de l'autre côté, heureusement, et son équipe. Non, mais toute l'équipe, vraiment en interne et même après collaborer. C'est une nouvelle fois, c'est un projet à prendre au sérieux. Et ça se prépare également, surtout auprès de communautés. Hein, voilà. En fait, c'est pour ça que je reviens à la question, pourquoi tokeniser? Quel est le cas d'usage qu'il y a derrière? Parce que finalement, il y a une gestion un peu simplifiée des actions, finalement, pouvoir faire des transferts d'actions simplifiés. Mais après, derrière, ça va débloquer plein de choses pour se préparer un peu à l'économie de demain. Et finalement, l'économie de demain est déjà aujourd'hui. C'est ça la force et la beauté de la chose, quoi. C'est quoi les cas d'usage que vous voyez? On a 3 principaux. Le premier, ça va être finalement la mise en place de plans de participation, finalement des intéressements numériques pour engager les employés notamment. Le deuxième, ça va être la levée de fonds. Donc on en a parlé. Le troisième, c'est la liquidité sur des segments de marché. Donc finalement, pour acheter et revendre les actions, les titres, de la dette, finalement tout type de titres qu'on va appeler tokenisés. Ça prend combien de temps à peu près de mettre en place tout un processus de tokenisation comme ça sur une entreprise? Par exemple, je sais pas, Magic Tomato et Coca, vous avez mis au total combien de temps à peu près entre un peu l'envie, le début des discussions et puis on va dire... la réalisation, même si on voit qu'il reste encore des étapes à faire. Réellement, nous, ça a mis plus de 18 mois, mais il y avait un peu une latence au début où techniquement, c'était encore en avancement côté Taurus, et puis nous, on n'était pas encore en disant on y va. Donc je dirais que 12 mois, à peu près la timeline un peu plus réelle. Pour le pionnier. Maintenant, on peut diviser presque par 10 le temps vrai, parce que finalement, d'un point de vue technique, c'est vraiment 2 clics. Mais une nouvelle fois, il y a finalement un changement dans les registres du commerce du statut, ce qui va prendre une semaine. Honnêtement, je dirais de A à Z, maintenant, si on le fait bien, c'est 1 mois.
une nouvelle fois juste tokenisé. Hein. Parce que derrière aussi, si on fait au-delà de la tokenisation, il y a la préparation du prospectus. Et là, finalement, on peut rajouter une nouvelle fois un mois, qui est vraiment une structuration d'une levée de fonds avec les conditions qui sont décrites par l'émetteur ou la start-up en question. Je pense quand même que ça dépend peut-être de la taille de l'entreprise, bien sûr, en plus, l'exposition, parce que du côté de Coca, même aujourd'hui, si on était un player qui pouvions bénéficier en fait de cette jurisprudence, comme je l'ai créée, je pense que ça prendrait du temps parce que voilà, il y a comme une exposition, il y a nos avocats, etc. Mais par contre, pour la timeline de base, c'est vrai que nous, c'était en mai 2022 qu'on a fait la vente sur Coca, la promesse d'achat. Et puis c'était en septembre qu'on a inscrit donc l'année dernière au registre du commerce officiellement les investisseurs, les participants. Et puis on espère prochainement avoir des échanges possibles sur un marché secondaire. Donc ça prend quand même un certain temps. Après, il y a la partie tokenisation qui est quand même un autre monde. Puis après, il y a la vraie société derrière, la vraie proposition de valeur qui, nous, par exemple, est de vendre des bières, des collaborations, etc. Puis je pense que c'est important d'attendre aussi cette partie. Et c'est là que l'aventure commence aussi. Et c'est ce qui est derrière, en fait, qu'est-ce qui est tangible derrière cette tokenisation qui est intéressante, qui en tout cas du côté de Coca, donc la bière, la crew, comme on l'appelle, qui a été choisie par la communauté, son aventure commence cette fin d'année, quoi. Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu plus large comme sujet, même s'il y a déjà eu des pistes un peu de réponses qui ont été amenées jusqu'à présent, mais en quoi c'est innovant de proposer de la tokenisation dans son entreprise ? Déjà parce qu'il n'y a pas grand monde qui la propose. Là, c'était la réponse un peu facile, mais c'est le fait d'avoir entamé des réflexions justement d'ouvrir le capital, ce qui n'est pas une réflexion classique dans les PME suisses. Après, de dire d'intéresser les employés aussi à des vraies actions en direct. Donc il y a le deuxième sujet. Parce qu'ouvrir le capital, il y a le côté public aussi, investisseur, mais il y a le côté aussi employé. Et puis moi, je trouve qu'il y a le côté faire partie de quelque chose, en fait. On est propriétaire de... Je reviens à cette idée de démocratiser l'investissement, mais c'est intimement lié à ça. Et en tout cas, moi, je trouve cette composante des trois qui est importante. Ouais, je pense que la tokenisation en elle-même est innovante parce que il y a le comment. Au final, c'est juste un comment. On pourrait faire ça par une autre technologie que ça. Mais elle permet de faciliter et donc elle est innovante dans la manière de pouvoir gérer plus facilement ces communautés. Après, effectivement, si tu es dans les premiers players, je te rejoins complètement, Paul, nous, c'était la première brasserie, je crois, européenne tokenisée. On voulait quand même aller voir, il y avait déjà eu une brasserie. Donc il y a quand même ce côté innovant. Et puis après, c'est plus, je pense, par rapport aussi à la culture de la boîte. Quand tu fais des choses nouvelles comme ça qui sortent, c'est innovant par rapport à ta propre communauté, de ce que tu fais d'habitude. Tu prends quand même du risque, tu fais ça ensemble. Je pense qu'il y a une sorte d'innovation vraiment dans la société qui est importante à considérer et qui n'est pas forcément externe vis-à-vis des autres, mais par rapport à ses clients. Et après, moi, je vais partir de la vision de Taurus, finalement. Point de départ, c'est de se dire que, finalement, acheter ou vendre un titre d'une entreprise privée doit être aussi simple que d'acheter ou vendre quelque chose sur Amazon. Donc finalement, l'analogie qu'on prend, c'est souvent de se dire la blockchain est un peu ce que le e-commerce était dans les années 2000, voire fin des années 90. Il y a une lame de fond qui est la numérisation. Aujourd'hui, l'infrastructure, elle est quand même relativement archaïque. Et la beauté, finalement, c'est de pouvoir d'acheter et vendre finalement les actions d'une société qu'on aime directement via son mobile et finalement de pouvoir les transférer en un clic ou en un swipe au lieu d'aller après tout le temps, de signer des papiers, d'aller chez le vocat. Et c'est vraiment casser cette friction à travers la numérisation, et c'est vraiment le rôle aujourd'hui et la vision qu'on essaie de porter. Voilà. Je reviens sur ce que tu disais, Paul, tout à l'heure, sur le fait aussi que les employés puissent peut-être être plus, je ne sais pas si investis c'est le terme, mais en tout cas se sentir partie prenante de l'aventure. Vous avez du coup peut-être offert des tokens à vos employés, ou c'est eux qui pouvaient acheter ? Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'employés du coup, qui ont pris des tokens aussi pour faire partie de l'aventure avec vous ? Alors nous, on l'a utilisé comme plutôt plan d'intéressement. Donc ils n'avaient pas forcément besoin d'investir. Mais il y en a qui ont aussi investi dans la partie justement token. Le fait qu'il y avait cette émission visible.
Bon, je parle des employés, mais il y a des personnes amies, des employés, familles. Enfin, ça a commencé à faire en fait moi aussi de mon côté des personnes que j'aurais pas pensé qu'elles allaient investir et qui sont pas forcément clients et qui ont eu envie de participer comme ça en fait au soutien de la démarche. Et on l'a pas mentionné, mais moi ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand je regardais la composition des investisseurs, là, un tiers c'est des partenaires de l'écosystème, un tiers des clients et un tiers plus institutionnels. Qui ont investi à différents niveaux et puis qui ne l'auraient pas fait, certains, enfin, cette composition-là, on l'aurait jamais eu hors tokenisation. Et certains ont justement investi parce que c'était sous cette forme-là et que ça facilitait pas mal de démarches et leur permettait d'avoir un ticket plus petit d'investissement. Donc il y a quand même quelque chose qui était spécial et qui s'est passé que j'ai vu et que j'aimerais partager là. Du coup, j'ai une question aussi sur... on voit que la relation avec ces investisseurs est vraiment presque primordiale maintenant pour, en tout cas Magic Tomato, Coca, j'ai l'impression aussi. Comment vous faites pour communiquer avec eux? C'est sur quelle fréquence? Quels médias? Quels moyens? Vous avez des assemblées générales, je crois pas qu'on a encore ça à Coca, mais voilà, c'est quoi un peu les médias que vous utilisez pour communiquer avec ces investisseurs? Alors pour le coup, on est encore relativement classique, justement avec une réunion physique, avec des informations par email. Après, ce qui est prévu, c'est d'avoir des réunions plus régulières, mais on sera dans quelque chose d'assez classique et de physique. On a déjà des votations qu'on fait aussi en ligne avec notre communauté. On aimerait bien pousser cet aspect-là aussi avec nos investisseurs. Mais c'est en construction, enfin, c'est comme l'histoire de la tokenisation, on apprend, on met des briques et puis voilà. Et puis du côté de Coca, il y a une newsletter mensuelle dédiée aux investisseurs pour vraiment informer de l'avancée. Typiquement, c'était des travaux au début, il y a eu, comme on disait, le choix du nom. Et puis on a vraiment une section sur notre blog, le Q-blog donc, où il y a une section dédiée que pour ça et des articles sortent aussi, on les redirige dessus selon justement si on a besoin d'interaction pour faire des votes, des choses comme ça. Et puis plus que ça, ce qui est important, c'est un peu aussi de tangibiliser, je trouve, ce lien social communautaire au-dessus du côté un peu strict des assemblées, etc., qui vont avoir lieu. Du fait de la nature de ce qu'on a tokenisé, on va essayer de développer une taproom, donc où les gens vraiment pourront venir se rencontrer, échanger autour d'un stamm commun, si je peux dire. Et toujours le fait que ce soit en venant dans notre bâtiment actuel, le QG, ou que ce soit en commande en ligne, d'avoir ce rabais aussi qui te permet d'avoir des avantages autant en physique qu'en digital. Du coup, on a vu que ce projet à Crew, ça a quand même été une belle réussite. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont voués à être tokenisés chez Coca en général? Alors, je pense que ça travaille quand même pas mal au niveau des idées. Typiquement, je suppose que le Picasso qu'on avait acheté de manière communautaire à l'époque, on l'aurait sûrement fait via un système similaire, dans le sens que c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est un comment qui est extrêmement pratique. Je sais qu'il y a des idées, des choses comme ça, mais il n'y a rien de concret en tout cas maintenant. Ouais, peut-être déjà finir cette première partie, aller jusqu'au bout et puis après... C'est ça, c'est que la tokenisation, c'est quand même un learning important pour des entreprises qui souhaiteraient le faire. Je pense qu'il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est de dire, c'est pas parce qu'on tokenise, on l'a dit en début, que ça va augmenter l'attrait par exemple d'une levée de fonds. Ça reste une levée de fonds traditionnelle si on fait une levée de fonds. C'est juste un moyen, donc il faut faire attention. Et puis effectivement, dès qu'on a levé des fonds, ça veut dire qu'on s'engage dans un lien aussi sur du long terme avec des investisseurs. Et puis ça, c'est aussi, ça prend du temps, il y a une certaine complexité derrière, que Coca est habitué et accepte et a envie d'avoir, mais c'est pas toujours simple, donc il faut garder ça en tête. Et puis le début de l'aventure se fait vraiment maintenant, après la levée de fonds. J'ai envie de dire, il y a tout à faire. Taurus, vous avez un retour d'expérience? Il y a d'autres entreprises qui ont déjà fait plusieurs tokenisation au sein de la même entreprise ou... Il y a... alors, tokenisation au sein de la même entreprise, oui. Après, ça peut être différents types de classes d'actifs, par exemple. Après, on est allé aussi au-delà de l'equity pour les PME. On a vu plus des produits, si je montre par petite digression dans le monde bancaire, on a fait tokenisation de produits structurés, tokenisation de parts de fonds, tokenisation de ce qu'on appelle de crédit privé ou de dette, finalement, où finalement j'achète un token et après je suis éligible à recevoir finalement comme de la dette, donc je vais recevoir peut-être 10% d'intérêt par an sur la dette que je détiens, et le token en fait représenterait la dette que je détiens.
J'essaie de simplifier au maximum. Hein. Mais et en fait, la beauté, en tout cas de la blockchain et de la logique, c'est qu'on va être vraiment s'adapter à tout type d'actifs numériques. Et en fait, il faut penser juste, chaque actif a suit un template. Donc si c'est des actions, ça va être template. Si c'est de la dette, ça va être un autre template. Et après, en fait, chacun de ces templates, on va pouvoir le numériser en suivant ces codes. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et en fait, on peut aller même plus loin. Si on pense même au NFT, ça va avec. On peut penser également aux monnaies numériques, donc au franc suisse digital ou à l'euro digital, où il y a beaucoup maintenant de cas. Donc peut-être que certains de nos auditeurs connaissent les stablecoins, les USDC, les USDT. On va avoir à terme ce qu'on appelle ces monnaies de banque centrale qui vont arriver. En fait, tout ça, ça rentre dans cette logique de tokenisation où il sera possible finalement d'échanger peut-être une action contre directement un franc suisse numérique via une app. Donc on est vraiment dans cette logique de digitalisation et de rendre au plus simple et de retirer toutes les frictions qu'on a par rapport à l'heure actuelle. On arrive déjà un peu à la dernière question, qui est peut-être pas la plus facile, mais on aurait besoin que vous donniez quelques conseils à des gens qui ont envie de se lancer dans la tokenisation, les choses auxquelles ils ont besoin de faire attention. On a déjà parlé un peu justement de ce qui est marketing, ou en tout cas de réfléchir un peu au prospectus. Mais ouais, si on devait retenir 2-3 conseils, c'est quoi les conseils que vous aimeriez donner à des entreprises qui ont envie de se lancer ? Je me lance. Le premier point vraiment, je ne retomberai pas dans le marketing, mais néanmoins, on disait pourquoi on le fait et de challenger ce point parce que oui, ça va être rapide et facile maintenant, on va dire un mois avec Taurus, mais pourquoi vous le faites ? Si c'est juste pour digitaliser une partie de l'actif, ok, ça peut être une raison purement technique. Mais s'il y a vraiment une démarche derrière de dire genre de la visibilité, je vais faire parler de mon entreprise, et s'il y a une démarche plus commerciale d'un lancement de projet, j'irai beaucoup plus creuser est-ce que c'est le bon outil ou pas. Je challengerai beaucoup ce point pour mieux l'approuver à la fin, mais c'est qu'une composante parmi un ensemble de points et qui sont plus liés finalement à la nature du projet en lui-même qu'à la tokenisation. D'ailleurs, on est souvent sollicité par des entreprises qui nous ont demandé des conseils et ce genre de points, et c'était souvent ça qui ressortait. Des fois, c'était clair et évident pourquoi, et d'autres fois, c'était plus juste « Ah, ça va me donner de la visibilité ». Non, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, ça ne vient pas tout seul, juste en tokenisant. Clairement le pourquoi. Aussi, quand il y a des entreprises qui nous posent un peu des questions sur comment ça s'est passé. Typiquement, nous, on a voulu partager avec notre communauté. Ça peut être à un niveau plus élevé, c'est un moyen très intéressant pour partager avec ces parties prenantes au global. Ça peut être des partenaires, des fournisseurs, des clients, dans un contexte client professionnel ou non. Enfin, il y a vraiment plein de pourquoi, mais vraiment être aligné là-dessus. Je pense qu'il faut voir comment ça évolue parce que forcément, plus on va avoir un cadre un peu, un processus template qui va se faire, moins ça coûtera cher. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Facilement plusieurs dizaines de milliers de francs juste pour pour l'aspect légal d'un point de vue entreprise. Sûrement que ça va être réduit, hein, mais donc il faut peut-être bien mesurer et anticiper cette partie parce que je suis assez convaincu, je pense que chaque entreprise a, je ne sais pas si tu en penses Paul, mais a son propre cadre légal, ses propres contraintes. Donc c'est important de le voir. En plus évidemment des coûts qu'il y aurait avec la personne, l'entreprise qui met ça à disposition. En l'occurrence, Taurus est top là-dessus, donc on peut que les recommander. Mais c'est vraiment qu'il faut vraiment prendre en considération cette partie. Et puis, comme tu dis, c'est pas que le côté marketing, mais il y a quand même ça vaut la peine d'investir, je pense, dans une action de marketing qui est quand même poussée et d'investir là-dedans à la hauteur de l'investissement du reste, qui est quand même assez lourd. Et après, souvent, je prends aussi une analogie assez simple. On peut penser finalement aux différentes étapes de la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, on tokenise souvent du capital qui est existant, mais pourquoi pas finalement, si je crée demain une entreprise, si j'ai le choix entre de faire directement papier ou directement numérique, pour les futurs entrepreneurs, je pense que j'irai directement numérique parce que c'est plus simple, c'est plus pratique. Donc ça, c'est un. Après, peut-être que j'ai des problématiques d'engager mes employés parce que j'arrive à une certaine masse critique. Ça peut être un cas. J'ai des problématiques de financement parce que j'ai besoin de chercher de la croissance, de levée de fonds. Ça peut être un cas numéro 2. Et après, j'ai le cas du marché secondaire, de la liquidité pour les investisseurs existants, qui est aussi une option. Donc vraiment,
il y a vraiment une raison différente qui peut apparaître à chaque étape de la vie de l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de pousser, en tout cas d'évangéliser. Super, merci pour ces précieux conseils. J'espère que ça va aider les auditeurs et auditrices à un peu à voir plus clair avant de se lancer dans l'aventure. On arrive au bout du temps imparti, donc déjà merci à vous trois pour la richesse de ces échanges et puis aussi pour nous avoir un peu vulgarisé tous ces beaux mots anglais et puis toutes ces belles choses, on va dire, un peu complexes à comprendre quand même. On se réjouit aussi de voir les prochaines aventures de Crew. On se réjouit aussi d'avoir des nouvelles de Magic Tomato et puis de voir comment vous continuez de discuter avec vos investisseurs et investisseuses. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment à nous suivre, à nous écouter. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast d'En Vrai. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup.